Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, vous faites bien de nous préférer sur Espace TV, les 22h. Bienvenue à toutes et à tous. Le chef comptable de l'hôpital Jean-Paul II suspendu par le ministère de l'Action sociale, une décision qui fait suite au scandale de mise en location pour des loisirs d'une salle dans l'enceinte de cet établissement sanitaire. On en parle dans un court instant. Les avocats du syndicaliste Sidiki Mara ne désarment pas, ils continuent de réclamer la libération de leurs clients. Le gouvernorat de la ville de Conakry s'active pour consacrer le dernier samedi de chaque mois à l'assainissement, une action en conformité avec la décision prise par le gouvernement Kasseré. Le feuilleton Jean-Paul II se poursuit avec des contradictions houleuses entre les membres de la direction de cette structure sanitaire qui a abrité une cérémonie de mariage et cela a suscité, vous le savez, l'émoi au sein de l'opinion publique nationale. Les uns et les autres se rejettent la responsabilité. Vous allez le voir dans la gestion même d'un montant de 500 000 francs qui aurait servi à la location de la salle où s'est tenue la fête. Nous vous proposons ce grand reportage de la rédaction réalisé par Makiso Abakadine Kamara. Tout a basculé au moment où les images qui montrent la fête ont circulé sur les réseaux sociaux. Nous commençons par l'agent comptable qui aurait perçu un montant de 500 000 francs guinéens pour les frais de location de la salle. Il y a un ami du DGA qui est venu me voir de la part de mon directeur adjoint de lui trouver une salle ici. Il a eu une rencontre. Moi, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Ma salle est payante. Donc, on a chahuté. Il dit qu'il reviendra après. 2 jours après, il est revenu. Il dit qu'il préfère faire sa rencontre à Jean-Paul II. Donc, moi, je l'ai tiré une quittance de 500 000 pour la salle. Choquée par les réponses fournies, la directrice de l'hôpital prend la parole et précise. Si je vous dis depuis 2012, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu comment dirais-je, il n'y a pas eu de mariage ici. Si c'est des séminaires au moment d'Ebola, il y avait des partenaires qui venaient louer nos salles, ils faisaient les séminaires là, d'accord, mais pas un mariage. Et même les 500 000 qu'ils ont payés, l'argent est où? L'argent n'est pas rentré dans notre caisse. Donc, on ne peut pas me dire... C'est pour ça que j'ai dit d'arrêter. Moi, ici, je veux la vérité. Et ça m'a choqué qu'on organise ça dans mon dos et que personne ne m'a informé. Le DG a dit que lui, il pensait que vous l'allez m'informer. Mais moi, je dis, toi, tu es mon adjoint direct. Tu peux m'appeler. Tu peux m'appeler pour me dire, ah, il y a un ami qui est venu me dire, mais je l'ai envoyé vers l'agent comptable pour qu'il vous en parle. Tu ne m'as jamais dit. Place à présent au témoignage du directeur général adjoint qui tente à tout prix de dégager sa responsabilité. Le monsieur, quand il m'a dit que ses frères ont l'habitude d'organiser leur mariage à Jean-Paul II, je l'ai répété. Je suis à Jean-Paul II, ça fait 4 ans. J'étais à Fria. Je dis, ça fait 4 ans. Je n'ai pas assisté à un mariage, je n'ai pas vu célébrer un mariage. Et dit à mon ami, tu ne veux pas qu'on célèbre mon mariage. C'est ainsi, je dis, va rencontrer l'agent comptable. Il est là-bas depuis 2008. Moi, je ne fais que 4 ans, 2008. Peut-être lui, et tu le rencontres, tu vas, il te montre à madame la directrice, si vous tombez d'accord. C'est ça que je pouvais faire. Au même moment, c'est la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance qui fait son entrée. Et elle promet des sanctions. Restons dans les couloirs de l'hôpital Jean-Paul II pour dire que la ministre de l'Action sociale a effectué un déplacement sur place pour s'entretenir avec la direction afin de prendre des mesures disciplinaires contre les auteurs de cet acte. Elle est au micro de Makiso et Abakadine Kamara. J'ai demandé à ce que l'auteur, celui qui a demandé qu'on lui remette 500 000 francs pour organiser un mariage ici, de le suspendre immédiatement et cela est fait. Deuxième mesure, je viens de faire diffuser un communiqué sur les réseaux sociaux
pour exprimer le regret du ministère de l'Action sociale, qui est le ministère chargé de la promotion et de la protection des couches vulnérables, mais également qui est le ministère chargé de la solidarité. C'est regrettable et nous ne pouvons pas concevoir cela. Jean-Paul II n'a pas été construit pour célébrer de tels événements, mais c'est pour éduquer, mais également soigner ceux qui en ont besoin, mais également s'occuper des personnes âgées. Donc je suis mal en point et d'autres mesures vont tomber. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer, d'abord demander pardon aux malades qui ont été choqués, présenter toutes nos excuses à l'opinion nationale et ceux qui sont avec nous, internationaux, parce que c'est sur les sites et on en parle, c'est les médias qui en parlent. Toutes nos excuses. Sur un tout autre plan, les avocats du syndicaliste Aboubacar Sidiki Mara étaient en réunion de concertation ce mardi pour demander la libération du jeune syndicaliste. Après moult démarches menées, les avocats accusent désormais le procureur général qui aurait refusé de mettre en exécution l'arrêt de mise en liberté provisoire du jeune syndicaliste. Mohamed Valek Touré, Alseni Kamara pour le détail. Après plus d'1 mois de détention, le syndicaliste Aboubacar Sidiki Mara n'est toujours pas fixé sur son sort. Au cours d'une conférence de presse ce mardi, les avocats se sont prononcés sur les nouvelles démarches qu'ils vont désormais entreprendre pour la remise en liberté de leurs clients. Même si M. Mara a été reconnu aujourd'hui coupable des faits qui lui sont reprochés, entre-temps, avant que cette décision n'intervienne, il ne devrait pas être en prison. C'est seulement lorsqu'une décision de condamnation définitive a été rendue qu'il devrait aller en prison. Mais avant, non. Arrêté le 6 mai dernier, le syndicaliste toujours en prison est accusé par les autorités préfectorales de Boké de troubles à l'ordre public et d'incitation à la révolte. Ses avocats pointent du doigt le procureur général qui, selon eux, refuse de mettre en exécution l'arrêt des juges. Je pense que ce sont des propos qui sont de nature à réfréner l'ardeur des syndicalistes dans leur combat pour l'amélioration quotidienne des conditions de travail de leurs collègues. Je pense qu'il faut beaucoup faire attention. Nous devons être très vigilants, nous les citoyens. Cette arrestation est intervenue dans des formes très irrégulières qui ont violé toutes les règles de procédure et perpétrée par des hommes n'ayant aucun titre, aucun droit et ordonnée par quelqu'un qui n'avait même pas la qualité. Je voulais parler du chef de l'État qui nous surprend. Dans un mémorandum rendu public par l'ordre des avocats, il est mentionné que le juge a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel pour être jugé de manifestations illicites dans les extensions d'une société minière ou portuaire et attroupements non armés sur la voie publique. Récemment, le gouvernement guinéen a décidé de réserver le dernier samedi de chaque mois l'assainissement de la ville de Conakry. Le gouvernorat de la ville prend les dispositions déjà pour la matérialisation de cette décision. Une rencontre de travail entre le général Mathurin Bangoura et les chefs de quartier s'est d'ailleurs tenue au gouvernorat ce mardi. Mamadou Sadio Baldé, Abdoulaye Kamara pour plus d'explications. Pour débarrasser Conakry des déchets solides, le gouverneur entend impliquer tous les citoyens. La meilleure formule consiste selon lui à mobiliser les chefs de quartier qui, à leur tour, vont passer un message d'information et de sensibilisation. Le gouvernement a décidé que le dernier samedi de chaque mois soit consacré pour l'assainissement de la ville de Conakry. Il fallait appeler les chefs de quartier qui gèrent les populations au niveau de leur quartier pour leur passer l'information, à charge pour eux de diffuser cette information au niveau de leur population. Voilà de quoi il a été question de discuter ce matin avec le chef de quartier. Plusieurs départements ministériels sont associés dans l'exécution de ce plan d'urgence.
À travers ces structures, le ministère de la Jeunesse a fait recruter 13 000 jeunes. On a la direction de la GTIP qui est l'ancrage du projet de la mise de l'identification, de la mobilisation de 13 100 jeunes et de leur planification sur les 129 quartiers de Conakry. À cet effet, on a mobilisé nos représentants au niveau des communes, les DCJ, de travailler en synergie avec les chefs de quartier pour l'identification des jeunes, pour leur enregistrement. Les chefs de quartier sont favorables au plan établi. Ils ont tout de même exprimé la nécessité de les associer dans toute la chaîne du commandement pour mieux planifier le travail du terrain. Et cette fois-ci, ce que nous avons entendu ici, nous sommes rassurés que certainement ce plan d'urgence va avoir un impact positif sur l'assainissement de la ville de Conakry. Surtout si, après les travaux, on met les moyens à la disposition des collectivités pour que l'activité puisse être pérenne. Le ministère de la Jeunesse invite les citoyens à déposer les ordures aux lieux indiqués à défaut de se faire abonner au niveau des PME. Célébration de la Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture. En Guinée, cette journée est célébrée avec une bonne brochette de corporations, notamment les officiers des forces d'intervention et de sécurité, les magistrats. Autour d'une table, ils ont échangé sur le thème pour une Guinée sans torture. Abdraman Ba, Lamine Silla. La Guinée a ratifié la Convention des Nations Unies contre la torture le 10 octobre 1989. Plus de 20 ans après, les organes de défense des droits de l'homme guinéens reviennent sur le bilan de la Guinée dans le domaine de la lutte contre la torture en cette journée internationale de soutien aux victimes de cette pratique. Ces efforts au plan juridique cachent mal les nombreux cas de torture enregistrés dans le pays et pour lesquels l'impunité des auteurs reste assurée. Pour s'en convaincre, il convient de se rappeler du film ignoble de torture infligé à M. Ibrahima Diogosso par des éléments de la brigade anticriminelle de Kakimbo. En Guinée, la torture est toujours une triste réalité, ce malgré la punition de cette pratique dans le nouveau code pénal, promulgué le 26 octobre 2016 en son article 232. Oui, notre code pénal, mais enfin le nouveau code pénal, incrimine la torture. Mais le phénomène est têtu et résistant. Chaque année du 26 juin, le Haut Commissariat des droits de l'homme constate les avancées dans la lutte contre la torture et formule des messages à l'endroit des pays ayant ratifié la Convention des Nations Unies contre cette pratique. Les États ont l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les actes de torture dans n'importe quel territoire relevant de leur juridiction. Ceux qui commettent des actes de torture seront poursuivis où qu'ils se trouvent. De plus, les victimes de la torture ont un droit à la réhabilitation et à la réparation. En attendant que les magistrats prennent leurs dispositions pour mettre en application les sanctions pénales encourues par les personnes qui se livrent à cette pratique, la torture reste bel et bien une réalité en Guinée.